Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci de nous avoir choisis. Bonsoir ou bonjour. Bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Un président du parti politique mis sous les verrous ce mardi, Kefani Widi, président du Codebu, est accusé d'atteinte à la sécurité. Avant la fin de ce mois d'octobre, chaque ménage du Burundi devra élever minimum 5 lapins. La mesure est du ministère de l'Intérieur, comme vous l'entendrez et tout à l'heure. Et enfin, les employés non contractuels des établissements scolaires réclament leur affiliation aux institutions de sécurité sociale. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue, je viens de vous le dire. À partir de ce 17 octobre, le président du parti Codebu, Shiragi Yandadaye, est locataire de la prison centrale de Mimba. Parmi les accusations qui pèsent contre Kefani Widi, l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Le point avec Marie-Ange Ilakodze. C'est ce mardi 17 octobre que Kefa Niwidi, président du parti Codebu, a comparu devant le procureur général de la République. Quelque temps après avoir été entendu, Kefa Niwidi a été embarqué à bord d'un véhicule destination la prison centrale de Mimba en zone Musaga. La convocation contre le président du parti Codebu serait sortie le week-end dernier. Si l'on en croit ses proches, il serait accusé d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Pour certains de ses proches, Kefa Niwidi serait victime des déclarations de son parti via le compte Twitter. En date du 13 octobre, lors de la commémoration du 62e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, le héros de l'indépendance du Burundi, le parti Codebu avait écrit, je cite, « À ce moment où le Burundi croupit dans la misère sans précédent à cause du leadership défaillant, le parti Codebu invite la population à ne pas céder à la résignation et de prendre l'exemple du prince Louis Rwagasore pour redresser la situation qui ne fait que s'empirer. » Fin de citation. Ce lundi encore, le parti Codebu avait voulu donner des éclaircissements à propos de ce qu'il avait écrit en date du 13 octobre. Ainsi, il disait via son compte Twitter, je cite, « Le parti Codebu constate avec regret que sa communication à l'occasion de la 62e commémoration de l'assassinat du héros de l'indépendance n'a pas bénéficié de la meilleure compréhension telle que le parti le voulait et aimerait donner des clarifications à ce propos. » Fin de citation. Pour rappel, le parti politique Codebu, Iragi Yandadaye, est une des dissidences du parti Sawanya Frodebu. Merci Marie-Ange Ilakodze. Un habitant de la colline Nyagahwabare de la commune Lusaka en province Mwaro est détenu depuis 6 jours dans un endroit tenu secret. Il est victime de s'être opposé à l'exploitation du granulat dans une carrière de sa propriété. Sa famille demande d'être informée du lieu et du motif légal de sa détention, surtout qu'elle n'a jamais reçu d'indemnité. Les détails avec Elvis Niyomongere. Epitas niyo yerekana isitabilité de la colline Nyagahwabare qui totalise 6 jours en détention. Selon des informations en provenance de cette colline, dans la propriété de cet habitat se trouve une carrière que la société Sodia Satom se servait quand elle construisait une route. Selon toujours les mêmes informations, cette société n'a jamais manqué à ses engagements. Toutefois, poursuit notre source, Epitas niyo yerekana a été contrarié quand il a remarqué que les machines et véhicules de l'agence routière du Burundi ARB voulaient s'introduire dans sa propriété alors que qu'un contrat de rien n'était pas signé. Quand il a demandé l'explication, on lui a répondu qu'il s'agissait d'un projet de l'État, car la route Mukike en cours de construction mène également vers les châteaux de pommes de terre appartenant au président de la République. Je me demande, est-ce qu'à la fin du contrat avec la Sodia Satom, toute autre société publique ou privée a droit de s'introduire dans la propriété? Si c'est comme ça,
Une autre société pourrait aussi venir l'année prochaine. C'est ainsi d'ailleurs qu'ils ont voulu faire avec la propriété d'Epitas, sans rien demander ni promettre qu'ils vont donner de l'argent. Et ils ont donné une explication comme quoi il s'agirait d'un projet du président, mais comment un président peut-il se permettre d'envahir une propriété d'une autre personne? Du moment que l'ouverture des activités était prévue jeudi dernier, Epitas Niyoyerekana s'est opposé à ces activités dans sa propriété, mais la situation a mal tourné. Le ministre des Infrastructures, Équipements et Logements Sociaux, capitaine Dieudonné Dukundane, est passé à cet endroit. À son départ, Niyoyerekana Epitas a été aussi embarqué à bord d'un véhicule et jusqu'ici est détenu dans un endroit inconnu. Le passage du ministre Dieudonné Dukundane sur le site aurait entraîné l'arrestation d'Epitas car c'est à ce moment qu'il a été embarqué. Cela pourrait laisser comprendre que c'est le ministre qui aurait donné l'ordre de l'arrêter. Nous n'avons pas pu savoir où il a été conduit ni où il est incarcéré, et ce depuis jeudi même. Mais nous sommes confiants qu'il n'est pas mort, vu que c'est le ministre qui a ordonné son arrestation. Mais puisque nous ne savons pas où il est détenu, les doutes ne manquent pas. La famille d'Epitas demande d'être informée sur son lieu de détention et le motif de son incarcération. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre capitaine Dieudonné Dukundane afin qu'il s'exprime sur la démarche d'indemnisation du propriétaire du terrain qu'il a veut exploiter et pour tranquilliser la famille d'Epitas Niyoyerekana que cette dernière affirme ne pas avoir son lieu de détention. Et je vous l'avais dit au début de ce journal, chaque ménage du Burundi doit élever au minimum 5 lapins à partir du 31 octobre 2023. C'est du moins le contenu de la correspondance du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Dans la dite correspondance, le dit ministre invite toutes les autorités de différents domaines du pays à sensibiliser et le faire comprendre à la population afin de pratiquer cet élevage de lapins. Le point avec Denis Claire, il a trouvé. Le ministre de l'Intérieur, le Développement communautaire et la Sécurité, Martin Teretse, interpelle tous les responsables dans différents secteurs du pays, afin de sensibiliser, éduquer et faire comprendre la population burundaise l'élevage des lapins. À travers sa correspondance du 26 septembre 2023, publiée récemment, le dit ministre Martin Teretse indique que cet élevage des lapins vient dans le but de soutenir le programme initié par le président de la République, Évariste Ndayishimiye. Selon encore Martin Teretse, tous les responsables doivent répondre et s'impliquer dans le dit programme d'élevage des lapins, que ce soit au niveau provincial et au niveau communal, les chefs des zones, de même que les responsables au niveau collinaire, y compris les agents de l'ordre, tous sont invités à s'impliquer de façon active dans la sensibilisation de la population. De plus, chaque ménage doit débuter par l'élevage d'au moins 5 lapins au minimum, au-delà de 5 pour ceux qui le peuvent. De surcroît, selon la même correspondance, le dit programme doit être mis en pratique au plus tard le 31 octobre 2023. Ce programme d'élevage de lapins à l'échelle nationale n'est pas fondamentalement mauvais, mais il serait sage qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour simplifier sa mise en œuvre, réagit la population de différents coins du pays qui s'est entretenue avec la rédaction de la RPA. Cette population explique qu'en raison de la paupérisation d'un grand nombre de Burundais, tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter 5 lapins pour les élever. Selon elle, le gouvernement devrait envisager de distribuer gratuitement ces animaux domestiques pour faciliter la mise en œuvre du programme. Suivez-les. Le projet en soi, c'est l'élevage des lapins. C'est bon, mais le problème majeur est que la population n'a pas de moyens suffisants pour s'en acheter. À moins que le gouvernement préconise les moyens pour octroyer ces lapins à la population. Même si cette activité peut se faire, construire les clapiers demande beaucoup de moyens. Je ne sais pas alors si la population burundaise est à la hauteur de construire les clapiers, mais aussi avec aussi des produits phytosanitaires pour les lapins. Autre problème aussi, c'est que il n'y a pas de vétérinaire formé là-dessus pour le traitement de ces lapins.
sauf qui pétaille. Il n'y a pas de pharmacie vétérinaire dans les milieux. C'est un problème. Et si réellement c'est la population qui va s'en procurer de ces lapins. Actuellement, un lapin coûte entre 10 000 et 15 000 francs. Quel est le pourcentage de la population burundaise qui sera capable de s'acheter 5 lapins? Donc, avec un capital de 75 000 francs, bon, je crois que c'est un problème très épineux. Même aussi la construction du quartier demande autant de moyens. Actuellement, un madrier coûte entre 5 000 francs et 7 000 francs. Je crois que c'est pas n'importe qui sera capable de construire le quartier. Actuellement, la population burundaise fait face à une extrême pauvreté. Pour certains, il est extrêmement difficile d'avoir les moyens d'acheter même 5 lapins. Il y a même des individus qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour acheter un simple savon destiné à l'hygiène de base. Alors comment pourrait-il se permettre d'acquérir 5 lapins? Je crains même que si ces lapins étaient distribués gratuitement, il y aurait des personnes contraintes de les vendre pour subvenir à leurs besoins essentiels en raison de la misère dans laquelle nous nous trouvons. Je suis d'avis que cette décision semble être une distraction car l'élevage des lapins, selon moi, ne nous mènera nulle part. Bien que de nombreux Burundais aient déjà pratiqué cet élevage, il n'a pas engendré de progrès significatifs. Il existe de nombreux projets efficaces pour favoriser le véritable développement, mais ceux-ci ne sont pas suffisamment mis en avant. Nous avons entendu dire que le gouvernement a investi des ressources considérables dans ce projet, mais j'estime que cela ne profitera pas beaucoup aux citoyens ordinaires. Au contraire, il semble plus avantageux pour les hautes autorités. Je demande au gouvernement de présenter des projets mieux élaborés, capables de sortir la population de cette extrême pauvreté dans laquelle elle plonge. Et parlant toujours gouvernance, le Burundi manque de stratégie appropriée pour pouvoir réellement lutter contre la pauvreté, selon le président de Parsem. Faustin Ndikumana l'a déclaré au cours d'une conférence de presse animée en cette journée internationale de l'élimination de la pauvreté. Faustin Ndikumana estime qu'il y a encore du chemin à parcourir. La planification a complètement disparu. Au sein du ministère des Finances, il n'est pas perceptible. Au sein du ministère de l'Intérieur, il n'est pas perceptible. Comment développer un pays comme le Burundi sans un ministère, sans un service respectable de la planification stratégique et opérationnelle. Maintenant, on dit la régie des eaux n'a pas anticipé au niveau de la croissance démographique à Mairie de Bujumbura par rapport aux besoins en consommation annuelle. Ça, c'est inimaginable. Alors qu'on a élaboré que c'est le dans le passé. Deuxièmement, l'état de la gouvernance budgétaire. Comment le budget voulait être élaboré? Marque de transparence, marque de contrôle, marque de participation du public. Cela ouvre le lit à toute mauvaise gestion des finances publiques. L'indiscipline dans la finance publique, la priorisation inopportune et inadéquate, la corruption qui n'est pas combattue avec des mécanismes standards et cohérents, le manque de stratégie de mobilisation des ressources en devises. Comment est-ce qu'on peut développer un pays sans stratégie de mobilisation des ressources en devises? 2 semaines de réserve de change. Si on a des environnements macroéconomiques, c'est récemment par exemple le ministère de l'infrastructure, quand il dit qu'on va construire, est-ce qu'on peut avoir un programme aussi ambitieux avec 2 semaines de réserve de change? Il faut inverser la tendance. Il faut la stratégie. Quelle est la politique actuelle du gouvernement de promouvoir les exportations, de soutenir les exportations? Comment évaluer le résultat de ce soutien? Comment est-ce que le gouvernement du Burundi mobilise les aides publiques au développement? Dans le budget, on a parlé de 929 milliards d'aides, mais on est à une crise en devises. Comment est-ce que le gouvernement est en train de concevoir la stratégie pour mobiliser ces finances? L'entrée, les investissements directs étrangers, il n'y a pas de stratégie visible. L'environnement des affaires, la localité du business, c'est arrêté. En manque de fondamentaux de croissance économique. Selon Faustin Ndikumana, les Burundais ont besoin de résultats. Le gouvernement ne devait plus nous dire, non, si nous avons 2 semaines de réserve de change, l'émission gouvernementale prochaine demandait le niveau des réserves de change.
là on aura progressé. Faut pas dire, on a fait ceci, on a fait des réunions, on a fait ceci, non. Le résultat, c'est l'indicateur. Même un élève ou un étudiant, ce sont les résultats. Est-ce qu'un élève qui a eu un échec, il va dire, même si j'ai échoué, j'avais fait beaucoup d'études. Et tu as zéro, tu as fait beaucoup d'études, qu'est-ce que tu as fait? Je ne me suis pas ressenti en classe. Le Burundi est un petit pays pauvre, avec une surpopulation évidente. On ne peut pas toujours chanter que le Burundi va décoller suite à l'agriculture et l'élevage. Ça, c'est une chanson classique, dépassée. Il faut de la sagacité pour mieux anticiper, pour mieux concevoir des stratégies innovantes qui développent des petits pays. Il y a des modèles qui peuvent inspirer le Burundi. Donc, partir de cette potentialité pour concevoir un modèle rationnel. Dans ce cadre de lutte contre la pauvreté, le président de l'OLUCOM demande au gouvernement de favoriser la stabilité politique et la bonne gouvernance. Le premier préalable pour nous, c'est vraiment la stabilité politique et la stabilité économique. Il faut que vraiment ceux qui sont dans la politique puissent réfléchir sur la manière dont ils peuvent stabiliser le pays. Cela, c'est pour les politiques, mais aussi pour les Burundais. Le deuxième préalable, pour nous, il doit y avoir dans l'instauration de la bonne gouvernance politique, la bonne gouvernance économique, la bonne gouvernance judiciaire, la bonne gouvernance sociale, donc la bonne gouvernance dans tous les secteurs du pays. Il faut qu'il y ait la manière dont vraiment produire. Le gouvernement doit mettre les Burundais sur les rails du développement en vue de stimuler l'économie nationale. Pour que cela soit une réalité, le gouvernement doit identifier les secteurs porteurs de croissance. C'était Gabriel Oustidi, le président de l'organisation de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette édition, tout comme les autres productions de la RPA, sur les différentes plateformes de la RPA, YouTube, Twitter, Facebook, sous le www.rpa.bi, mais également en écrivant sur WhatsApp sur le numéro +49 178 19 111 85. Les employés non contractuels prestant dans les établissements scolaires, à savoir les plantons, les veilleurs et grooms, se plaignent du fait qu'ils ne sont pas affiliés dans les institutions de sécurité sociale comme l'INSS. Certains directeurs de ces établissements indiquent qu'ils ne sont pas responsables de leur situation qui date de très longtemps, mais précisent qu'ils vont trouver une solution afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Le point avec Onésime de chez Magidze. Ces employés des établissements scolaires qui se plaignent qu'ils n'ont pas de contrat de travail et les employeurs ne cotisent jamais pour eux dans les institutions de sécurité sociale comme l'INSS et ne bénéficient jamais d'assurance maladie. Sont composés de plantons, de veilleurs et de grooms pour les établissements à régime d'interne. Certains veilleurs qui prestent dans les écoles fondamentales indiquent qu'ils sont mal payés et touchent moins de 30 000 francs burundais par mois et des fois ce maigre salaire n'arrive pas à temps. Il précise qu'ils peuvent passer 3 mois et plus sans être payés. Certains parmi ces travailleurs des établissements scolaires indiquent qu'ils totalisent 10 ans de service, 15 ans, 20 ans et même plus sans contrat de travail. Ils demandent d'être rétablis dans leurs droits, que les salaires soient revus à la hausse, qu'ils soient affiliés dans les institutions de sécurité sociale comme l'INSS et qu'ils bénéficient d'une assurance maladie comme les autres employés de la fonction publique. Certains responsables de ces établissements scolaires indiquent qu'ils ne savaient pas que ces travailleurs ont droit à ces avantages car ils sont traités ainsi depuis des années. Merci Onésime de chez Magidze. Dernier dossier de ce journal, la route Bujumbura-Rumongue est presque impraticable entre le tronçon Ruziba, centre-ville. Plusieurs accidents sont enregistrés sur ce tronçon rempli de nids de poules. Les usagers de la route se demandent si les autorités se soucient de son mauvais état. Plus de détails avec Eric Nyonzima. La route RN3 Bujumbura-Rumongue au niveau du tronçon centre-ville Ruziba en commune Moha de la mairie de Bujumbura est près des nids de poules. Notre source dans cette localité fait savoir que pendant la dernière saison sèche, on a rempli de la terre dans ces nids de poules qui engendraient de la poussière et actuellement, lorsqu'il pleut, ces nids de poules sont prêts
de boue et des eaux de la pluie qui gênent tous les passagers, précise notre source. Ce tronçon est en mauvais état presque partout où la route n'est pas asphaltée. C'est la partie de Chidibwe vers Ruziba jusqu'au marché de Ruziba. Puis il y a une autre partie de Kanyosha de la 7e transversale vers Kingistar. Cet endroit est très en mauvais état. Il y a lieu de mentionner également la partie du côté du petit séminaire Kanyosha vers l'hôpital Semusek. Cet endroit est plein de boue. Il y a même des accidents suite à ces nids de poules. Les usagers de cette route se demandent si les autorités se soucient du mauvais état de cette route. Certains se posent la question de savoir l'attitude du président de la République lorsqu'il passe à travers cette route. Dimanche, après la messe, nous y sommes passés juste après la pluie. Les véhicules qui roulaient à grande vitesse lançaient de la boue. Nous nous sommes interrogés sur le cortège présidentiel qui roulait à grande vitesse. Est-ce qu'il a dit qu'il y passait à ce moment? Est-ce que ces chauffeurs pourraient conduire lentement? Ou il lancerait eux aussi de la boue? C'est une question qui dépasse l'entendement. C'est terrible. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Jimmy Atondimana pour qu'il puisse s'exprimer à ce sujet. Et voilà, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. À la prochaine.